Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, il a nommé plusieurs de ses cadres parmi ses plus proches collaborateurs. Le président Alassane Ouattara, célébré par le canton d'Aoum dans le département de Bouaké. La cérémonie d'hommage et de remerciement s'est tenue ce samedi. Plusieurs membres du gouvernement avec à leur tête la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, ont effectué le déplacement. Ils se réjouissent déjà de l'oreille attentive du gouvernement. Les étudiants ivoiriens hors du pays ont présenté leurs difficultés au ministre de l'Enseignement supérieur et une délégation de la formation professionnelle. Adama Diawara a promis d'apporter des réponses aux problèmes posés. C'était en France lors des journées consacrées à ces apprenants. Le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan, désormais opérationnel, c'est depuis le 2 novembre dernier avec la réception des premiers gros navires. Cette infrastructure moderne repositionne durablement le port comme un hub de la façade atlantique de l'Afrique. C'est un investissement de près de 600 milliards de francs CFA. Des centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Pékin et Shanghai contre la politique zéro Covid du gouvernement. Des étudiants de la prestigieuse université Tsinghua ont pris part à une manifestation. Les autorités n'ont pas tardé à restreindre les discussions en ligne sur la manifestation. Le président de la République a regagné Abidjan ce dimanche 27 novembre. Alassane Ouattara a pris part à Djerba, en Tunisie, au 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président de la République, Tchemoko Meïlie-Koné, le Premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement. Cette rencontre en terre tunisienne a vu la reconduction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo dans ses fonctions de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Un sommet placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique comme vecteur de développement ». Je vous emmène dans le centre du pays, dans le département de Bouaké. Le canton d'Aoum rend hommage au président Alassane Ouattara. Plusieurs cadres de la localité sont parmi ses plus proches collaborateurs. Ont effectué le déplacement depuis Thiessi. Plusieurs membres du gouvernement avec à leur tête la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le reportage de Léon Brou. Hommage au président Alassane Ouattara, la tribu d'Aoum et ses 18 villages pas seuls. Aussi mobilisés, des alliés de l'Indénié Douablin, leurs voisins de Béquet, voire à tout le Baoulé, à travers l'ACCD, l'association des cadres du Centre pour le développement. Raison de cette reconnaissance, la nomination de 4 cadres d'Aoum par le chef de l'État. Le colonel-major Dr Nana Kouadjo, directeur du Centre hospitalier régional d'Afrique. Monsieur Kofi Aoutou Emmanuel, ministre directeur du cabinet du vice-président de la République, M. Jean-Claude Passy, ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Manama, et moi-même, Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour les promus, plus que leur nomination, le chef de l'État mérite cet hommage pour le développement impulsé à la tribu d'Aoum. Les 18 villages, tous désormais équipés d'infrastructures de base et désenclavés. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké. Cette autoroute longe les terres du canton d'Aoum et accroît leur valeur. Nous avons la route Béoumi, Sakassou, Tébissou. Nous avons des écoles. L'eau potable, l'électrification, ça ne se compte plus. Et c'est pour cela que, comme la reconnaissance est une vertu cardinale de notre peuple, nos parents ont tenu absolument à exprimer leur reconnaissance au président de la République. Et d'inviter à soutenir le président Alassane Ouattara, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, brandissent les compétences des promus comme pour exhorter autour d'eux à la cohésion et à l'union. Si le président Alassane Ouattara a confiance à vos enfants et que vous voulez rejeter, mais comment le président Ouattara va les regarder demain? C'est vous qui devez être leur force, c'est vous qui devez les soutenir. 1000 francs pour être soigné, 1000 francs pour être en bonne santé, 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous voulons encourager les populations à se doter de cette couverture maladie universelle, la 4 CME.
il y a des fonds mis à la disposition des jeunes et des femmes pour vous permettre de réaliser vos projets. Quand elle prend la parole pour le compte du vice-président de la République, Thiemoko Meïle Kone, au patron de la cérémonie, la ministre d'État Kandia Camara est sans embâche. Rendre hommage au chef de l'État n'est que reconnaissance du développement inclusif impulsé à la nation par le président Alassane Ouattara. En réalité, chacun voit devant sa case. Sinon, il s'agit d'une action générale dont l'impact est visible aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en chantier. Et c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui le disait, la route précède le développement. Et le président Alassane Ouattara, qui est le digne fils et successeur du président Félix Houphouët-Boigny, a bien compris cela. Ce rassemblement en l'honneur du chef de l'État, une tribune pour plaider le succès de la révision de la liste électorale, donc remise au superviseur RHDP de la zone d'Aoun, 2 motos pour mobiliser les populations, un don du ministre Kofi Nguessa. Et au terme de la cérémonie, des invités des cadres de la région se sont exprimés au micro de nos reporters. Ma joie est immense. Je remercie beaucoup M. Alassane Ouattara d'avoir nommé le cadre au cadre du canton. C'est ma fierté. Tout dont est fier. Merci. Mais Dieu a sa disposition pour qu'il soit protégé toujours pour une continuité. Quand quelqu'un fait du bon travail, il va de soi qu'on le suive. Nous avons vu tout ce que le président Alassane Ouattara a fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. On ne parle que de cet homme. Moi, je pense qu'il y a de quoi à le féliciter, à le suivre. Là où se trouve le bonheur, la route n'est jamais longue. Quand il y a un cadre aussi nommé, les retombées sont pour le village. Si nous avons des enfants, il peut les encadrer aussi, leur donner des conseils, les orienter, surtout. On attendait ce genre de choses. Maintenant que ça a été fait, nous sommes satisfaits. C'est un acte de solidarité et surtout aussi de reconnaissance. Solidarité à l'égard de nos frères qui témoignent leur reconnaissance au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour le don, mais également de reconnaissance parce que nous nous associons à tout ce que le président de la République a fait aussi pour Diabo Languibonou et pour le Béké en général. Et l'actualité, c'est aussi la révision de la liste électorale dans le Lot-d'Ivoire. Le ministre Amédée Kouakou mobilise les populations. Une campagne de sensibilisation est en cours pour expliquer l'importance de se faire enrôler. Il a fixé les objectifs aux animateurs locaux du RHDP. Souleymane Donisongui, Walter Amadou Ouattara. Lot-d'Ivoire, nous sommes dans la commune de Divo. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, mobilise ses secrétaires départementaux et les militants de base. L'inscription de 25 000 personnes pour le compte de l'opération de révision de la liste électorale est ici un pari à gagner. Au nom des départementaux, le député Famoussa Koulibaly rassure. Ce que nous privilégions ici, c'est la proximité, le porte-à-porte. Et vous voyez qu'aujourd'hui, cela porte fruit en allant dénicher les enfants de 18 ans partout où ils se retrouvent pour qu'ils sachent que leur avenir se joue. Nous encourageons en tout cas nos militants et l'ensemble des populations ivoiriennes à adhérer à ce processus. Démarré le 19 novembre dernier, le processus de révision de la liste électorale est une priorité pour le premier magistrat de la commune de Divo. Amédée Kouakou procède au lancement de la campagne de sensibilisation visant à mobiliser les militants de son parti. Nous avons profité pour visiter 2 centres d'enrôlement. Nous voyons qu'il y a un engouement. Aujourd'hui, pour être inscrit sur la liste électorale, soit vous avez déjà une carte d'identité, vous venez vous inscrire directement, mais nous avons facilité aussi le fait que nos compatriotes, ceux de la région de Lot-d'Ivoire, qui ont besoin d'essais de naissance, qui ont besoin de certificat de nationalité, nous puissions les aider, nous puissions faciliter pour que ces documents soient disponibles. L'opération de révision de la liste électorale est prévue pour prendre fin le 10 décembre prochain. Elle concerne toute l'étendue du territoire national et cible environ 5 millions de personnes, principalement les nouveaux majeurs.
Hors du pays, le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé hier samedi la clôture des travaux de la première édition des Journées de l'étudiant ivoirien de France, 2 jours d'échange lors desquels étudiants et représentants du gouvernement ont évoqué la facilitation des séjours d'études dans l'Hexagone. Adama Diawara promet de traiter leurs préoccupations. Mahama Traoré et Zakaria Traoré sont nos envoyés spéciaux à Paris. C'est dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire que s'est déroulée la 2e et dernière journée des assises consacrées aux étudiants ivoiriens de France. 2 journées qui auront permis aux apprenants d'évoquer sans faux fuyant les défis liés à la facilitation des séjours d'études dans l'Hexagone avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des représentants du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est petit à petit que les recommandations vont être prises en compte. Donc c'est un travail de longue haleine qui commence. Déjà qu'avant, on n'était pas suffisamment écoutés. Aujourd'hui, nous sommes écoutés, il y a une oreille attentive. C'est déjà quelque chose d'intéressant, c'est déjà bon à prendre. En clôture des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur les réformes en cours. Il s'agit du paiement trimestriel des bourses, de la révalorisation des taux de bourse et des dispositions prises par le gouvernement pour garantir l'insertion professionnelle des cerveaux expatriés. Satisfait de ces travaux, Adama Diawara s'est dit favorable à la pérennisation de ce cadre d'échange, comme l'ont demandé plusieurs motions lues par les organisations d'étudiants. Nous allons faire en sorte, en tout cas nous allons accompagner l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour que ces journées-là soient institutionnalisées. C'est en France qu'on a le plus grand contingent, ça c'est de 1, donc c'est logique qu'on fasse en France. Deuxièmement, on part du principe que les pays limitrophes de la France, les étudiants ivoiriens qui y sont pourraient venir assister à ces journées de l'étudiant ivoirien. Ça permet d'être au parfum des problèmes des étudiants à l'instant T, j'allais dire. Là, on a à chaque moment la photographie de la situation et ça nous permet de réagir à temps. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama, assure qu'il veillera à traiter toutes les difficultés d'ordre consulaire que rencontrent les étudiants ivoiriens de France. Pour rappel, c'est en 1946, sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny, que la première vague d'étudiants ivoiriens a foulé le sol français. Ici en Côte d'Ivoire, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, lancés officiellement à Daloa. Une période pour multiplier les initiatives afin de mettre fin à cette mauvaise pratique. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, engage les ONG et les associations à s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Le reportage de Soro Corona. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, le système des Nations Unies et le corps préfectoral à la tête de la marée jaune. Suivent ces autorités, les ONG et associations engagées dans la lutte contre les VBG ou encore violences faites aux femmes et aux filles dans les rues de Daloa. Il s'agit de dénoncer ces pratiques de notre âge. En 2021, ce sont 6040 cas de VBG qui ont été déclarés, soit une augmentation de 16%. Sur la période des 3 premiers trimestres de l'année 2022, déjà 5114 cas de VBG ont été rapportés. La triste nouvelle est que parmi ces 5114 cas, le plus grand nombre des cas vient du district du Haut-Sassandra. La représentante de ONU Femmes partage les efforts déployés au niveau mondial et encourage la Côte d'Ivoire à poursuivre les initiatives contre les violences faites aux femmes et aux filles. Depuis 1991, la campagne contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles a mobilisé plus de 6000 organisations dans près de 187 pays et a touché plus de 300 millions de personnes. Le système des Nations Unies salue encore une fois les efforts du gouvernement pour mettre fin à ce fléau. Dans la même veine, distinction des personnalités, ONG et associations de lutte contre les VBG dans la région du Haut-Sassandra. Depuis Daloa, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant appelle les populations à la fin aux arrangements à l'amiable. Débuté ce 25 novembre, les 16 jours d'activisme s'achèvent le 10 décembre prochain. Thème, tous activistes, tous solidaires pour mettre fin aux violences faites à l'égard des femmes et des filles.
En économie, le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est désormais opérationnel. C'est depuis le 2 novembre avec la réception des premiers gros navires. Cette infrastructure moderne repositionne durablement le port comme un hub de la façade atlantique de l'Afrique. Un investissement de près de 600 milliards de francs CFA. Un ouvrage dont nous parlent Lassina Ouattara et Jean-Luc Gbangbo. Le 2 novembre dernier, l'entrée au port d'Abidjan du CMA-CGM Rosini, navire de 270 mètres de long et 40 mètres de large, marquait un nouveau tournant dans l'histoire de l'activité portuaire en Côte d'Ivoire. L'un des plus gros navires accueillis dans ce port, avec plus de 5770 conteneurs, grâce à la construction d'un nouveau terminal à conteneurs équipé des dernières technologies, le TC2. Ce deuxième terminal à conteneurs est un ouvrage éco-responsable et innovant. Là où dans le passé on avait des contraintes de capacité qui résultaient périodiquement dans des périodes de congestion, aujourd'hui on n'aura plus ça et donc il y a des avantages et pour les lignes maritimes mais plus important encore pour les importateurs et les exportateurs de la Côte d'Ivoire mais aussi de la sous-région. Désormais, en plus de recevoir de gros navires, les opérations de chargement, de déchargement, ainsi que le traitement des conteneurs sur pack vont se faire avec la plus grande célérité. Avec la digitalisation de cette plateforme et la dématérialisation des procédures, cette infrastructure hisse le port d'Abidjan au niveau des ouvrages portuaires de haute performance mondiale. Aujourd'hui, tous les gros navires peuvent rentrer à Abidjan. Donc vous voyez en termes d'importance pour cet ouvrage, ça nous met sur une autre orbite, on n'est plus un second port, on est le hub. Après le Cap, c'est Abidjan qui vient. Le deuxième terminal en conteneurs représente un investissement global de 596 milliards de francs CFA, dont 334 milliards de francs CFA pour les infrastructures de terrassement assurées par le port d'Abidjan et 262 milliards de francs CFA par le consortium Bolloré Port et APM Terminal à travers Côte d'Ivoire Terminal pour les superstructures. Les travaux ont été lancés en octobre 2020 par le président Alassane Ouattara. Il va générer 450 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Allons dans le nord du pays. Les chefs traditionnels de la Bagoué s'enrôlent pour la carte d'assuré de la CMU. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a lancé l'opération d'enrôlement des têtes couronnées dans la région. Bruno Nabagné-Koné a expliqué les avantages de cette couverture maladie universelle au garant de la tradition. Charles Tatou. Centre d'enrôlement pour la carte d'assuré de la CMU déployé à Boundiali, chef-lieu de région. À l'actif du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, faisant la promotion de cette pièce administrative d'accès aux soins médicaux dans sa région. L'action est saluée par le premier responsable de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est important vraiment qu'on soit là, parce que l'initiative du ministre Bruno, pour nous, c'est une initiative louable, parce qu'il a décidé de faire enrôler et de prendre en charge tous les chefs coutumiers de la région. Je crois que c'est une manière de booster la couverture maladie universelle, selon même la volonté du président de la République. En effet, le ministre Bruno Nabagné-Koné a sensibilisé les chefs traditionnels des 3 départements composant la région de la Bagoué, à savoir Boundiali, Kouto et Tengrela, marquant sa solidarité envers eux avec la paye de leur cotisation sur 1 an. Donc nous sommes là pour faire la promotion en tant que membre du gouvernement également de la couverture maladie universelle qui, comme on le sait, apporte un plus à chaque Ivoirien. Il s'agit de santé, il ne s'agit pas d'autre chose, il s'agit de santé. Et la santé, c'est le plus grand bien que chacun de nous a. Il suffit d'être un peu malade pour comprendre l'importance de cette santé. Et la CMU nous donne la possibilité de mieux nous soigner, donc d'être en meilleure santé. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur cadeau que celui que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous donne à nous, population ivoirienne. Le ministre Bruno Koné, nous le remercions infiniment pour tout ce qu'il a fait pour nous. Depuis qu'il est en rapport avec nous, depuis des années, et il continue de nous aider. Aujourd'hui, il veut nous donner un plus en nous enrôlant. Au total, plus de 300 têtes couronnées sont en train de faire leur enrôlement. Dans le cadre du Dimanche Magazine, c'est 13h, Herman Guivi a reçu
Le nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, candidat à sa succession, réélu pour un nouveau mandat de 3 ans. Leur entretien a porté sur sa vision nouvelle pour une union des journalistes de Côte d'Ivoire plus forte. Ils ont évoqué quelques solutions pour faire face aux défis. Je vous propose justement de suivre un extrait de l'entretien. Les journalistes ont clairement exprimé, en tout cas, leur suffrage. Sur les 324 journalistes qui se sont déplacés pour voter, 310 ont voté pour notre liste, l'union de toutes les générations. Il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a eu seulement que l'UNICI qui a gagné. Nous allons continuer à tenir la barque, à maintenir véritablement l'union à un certain niveau. Parce que ce qui est important, c'est le combat pour le crédit. Parce qu'une fois que vous avez le crédit, vous avez l'image, toutes les portes vous sont ouvertes. Mais si vous perdez votre crédit qui veut dire confiance, dans ce cas-là, vous avez toutes les difficultés à vous en sortir. Ce que nous proposons, c'est vraiment de nous retrouver ensemble et de faire en sorte que nous puissions discuter autour d'une table sur nos problèmes. Et entre nous, les organisations professionnelles des médias, mettre en place ce qu'on appelle une plateforme revendicatrice. Les fonctionnaires nous ont montré un peu la voie. Il nous appartient, en les imitant, de savoir présenter les problèmes devant les dirigeants afin que nous puissions être soutenus. Et le district autonome du Woroba a tenu ce vendredi sa première session ordinaire. Au menu de cette rencontre, le développement et les préoccupations des populations de cette partie du pays. Occasion aussi pour faire un bilan à mi-parcours de ce district. Issa Tionayo. Construction d'infrastructures, difficultés pour les populations de circuler dans la zone. Des questions abordées au cours d'une rencontre entre le ministre-gouverneur du Woroba et les populations. Moussa Dosso n'a pas manqué de saluer les actions de développement entamées dans le Woroba par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur Moussa Dosso a promis faire une tournée d'explication et de sensibilisation sur le rôle des districts autonomes dans sa zone dans les tout prochains jours. Et la solidarité est manifeste dans la commune de Cocody. Elle porte la marque de Eric Taba. Le diplomate reste proche des populations. Il offre des tricycles à 3 villages à Tchan. Les chefferies d'Anono, Mputo et Akwedo ont reçu ces engins pour faciliter la mobilité dans la gestion de la communauté. Astoutouré Danyogo. Des tricycles pour assurer la mobilité des chefferies dans la gestion des affaires courantes des villages d'Anono, de Mputo et d'Akwedo. Un don de l'ambassadeur chef protocole du président de la République, Eric Taba. Ce geste pour répondre aux sollicitations de ses frères et sœurs à Tchan. Un acte de solidarité et de générosité vivement apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de lui témoigner leur gratitude. Pour également permettre aux étudiants de la Cité Rouge de suivre la Coupe du Monde 2022, Eric Taba a également offert une télé et des chaises aux étudiants. En menant ces actions, Eric Taba entend s'inscrire dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, à savoir promouvoir les valeurs sociales de paix, de cohésion et d'entraide. Je réponds simplement à la demande des populations. Je pense que c'est un clin d'œil aussi au président de la République, parce que je suis son collaborateur direct et tout ce que je fais, je pense que je m'inspire un peu de ses actions. Et c'est ma petite contribution aussi que je fais. Ces actions, il entend les perpétuer et les étendre dans toute la cité de Cocody. Et booster sa foi religieuse en effectuant un pèlerinage, vous l'avez peut-être déjà accompli ou pas encore. Une chose est sûre, ils sont nombreux, ces fidèles chrétiens ivoiriens, à s'orienter chaque jour un peu plus vers la Turquie. Des pèlerins qui ne cachent pas leur satisfaction quant aux dispositions prises par les organisateurs de ces pèlerinages pour leur permettre de manifester cet acte de foi dans de bonnes conditions. Hôtel 5 étoiles, bus confortable, respect de tous les repas de la journée, un service de qualité. Alors comment tout cela est organisé? La réponse avec notre envoyé spécial, Sidonie Davila. Ils sont là pour orienter et renseigner la délégation de pèlerins ivoiriens en Turquie. Özgur Kul fait partie du groupe de ceux qu'on appelle les guides touristiques nationaux. Avec ses collègues turcs, Tukeli et Levent, ils veillent chacun à une meilleure organisation de chaque groupe. On travaille toujours avec les guides qui sont certifiés par le ministère du Tourisme turc. Il n'y a jamais de problème parce que de toute façon, ce sont des distances, des lieux
et puis des histoires, tout ce que vous pouvez vous imaginer, qu'on connaît par cœur et puis on fait assez régulièrement. Guide turc et responsable ivoirien du pèlerinage travaille en parfaite harmonie sur les traces de Saint-Paul et Saint-Jean. Joseph Dengui, l'homme pour qui le pèlerinage n'a plus aucun secret, y veille. La Turquie est une destination nouvelle en termes d'organisation de pèlerinage. Avant d'arriver, nous prenons tous les contacts nécessaires. La compagnie aérienne, il faut réserver. Nous réservons quelquefois 2-3 mois en avance, avant même que l'État ne nous dise combien de personnes on nous donne, nous faisons les réservations. Sinon, au dernier moment, il n'y a plus de place dans les compagnies, ou bien les prix vont flamber et ce n'est pas toujours aisé de pouvoir adapter le budget. Ensuite, les hôtels ici sont aussi réservés. La restauration, il faut aussi trouver des cars, il faut pouvoir trouver des chauffeurs, il faut trouver des guides professionnels qui parlent couramment français. Que ce soit le circuit du pèlerinage, le programme, les horaires, tout est bien ficelé avec la direction générale des cultes, l'organisateur et les guides turcs. 6 personnes composent l'équipe de Joseph Dengui, des encadreurs, des guides religieux, des médecins. Tous travaillent au succès du pèlerinage. Donc on a été très heureux lorsque la direction des cultes a imposé un bilan médical minimum au moins aux pèlerins. Donc ce qui fait que quand il y a des affections, ce ne sont pas des affections trop graves. Et même quand elles sont un peu, je dirais graves, elles sont déjà maîtrisées avant que nous venions. Venus de divers horizons de la Côte d'Ivoire, les pèlerins sont unanimes sur la qualité des services lors de ce séjour de partage. Et dans le reste de l'actualité, on verra tout ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde. Voici le 7 sur 7. « 18 morts, juste avant la reprise des négociations de paix avec la dernière guérilla active en Colombie. Le médiateur du pays a dressé le bilan des affrontements violents entre les deux groupes armés, dont une faction dissidente des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, un mouvement aujourd'hui démobilisé grâce à un accord de paix remontant à 2016. L'appel de détresse a été reçu dans la nuit de lundi à mardi. Une opération de sauvetage est en cours au large de l'île grecque pour venir en aide à un bateau avec des centaines de migrants à son bord. À l'issue d'un mini-sommet à Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les participants ont proposé ce mercredi une feuille de route, à commencer par la cessation des hostilités sous 48 heures. Le groupe appelle à la fin de tout soutien aux rebelles du M23. Le candidat de gauche, Luis Inácio Lula da Silva, a remporté le second tour de la présidentielle le 30 octobre dernier avec une petite majorité de 50,9% contre 49,1% pour le candidat d'extrême droite. Le Parti libéral a contesté les résultats. Le tribunal électoral a refusé la demande du Parti libéral. Il a estimé cette plainte de mauvaise foi et a contraint le parti à payer une amende de plus de 2 milliards de francs CFA. Ce vendredi, la Russie a continué de bombarder la ville du sud de l'Ukraine. Plusieurs civils ont été tués par ce bombardement russe sur la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, d'où les troupes de Moscou se sont retirées récemment. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang, qui a déjà passé 43 ans au pouvoir, a remporté l'élection présidentielle du 20 novembre dernier avec plus de 94% de suffrages. La colère gronde en Chine, où de nombreuses manifestations ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, suite à un incendie meurtrier qui a causé la mort de 10 personnes confinées dans leur immeuble à Oronkhi, ville située dans le nord-ouest du pays. Les étudiants de plusieurs universités protestent contre les excès de la politique sanitaire.
Et rappelons pour terminer ce journal que le président de la République a regagné Abidjan ce dimanche 27 novembre. Alassane Ouattara a pris part à Djerba en Tunisie au 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le chef de l'État a été accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Melia Kone, le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Cette rencontre en terre tunisienne a vu la reconduction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo dans ses fonctions de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Un sommet placé sous le thème la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 23h. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir, qui tend ses pièges à la limite de son champ, fini par avoir une maigre récolte. Je vous souhaite une excellente semaine.